Donc c'est parti. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club consacrée à un cinéma mais vraiment à part, qu'il faut au moins parler moi une fois et et en parler même des dizaines de fois et même si c'est loin d'être le cinéma le plus populaire, mais bon, il reste quand même populaire dans le cœur des gens, à savoir le cinéma canadien. Oh wow. Alors, pour bien comprendre, le cinéma canadien, c'est un petit peu l'inverse du cinéma traditionnel américain. Mais bon, il a aussi une petite pincée de cinéma traditionnel américain et le cinéma traditionnel européen. Et en plus, au cas où vous l'aurez pas remarqué, le cinéma canadien est divisé en deux cinémas. Le cinéma canadien anglophone et le cinéma canadien francophone, qui comprend le cinéma acadien et le cinéma québécois. Donc, sans plus attendre, on va s'intéresser tout de suite. On va commencer par le cinéma anglophone, par le cinéma canadien anglophone. Alors, on va commencer. D'ailleurs, j'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans canadiens qui me regardent. Alors, on va commencer par le cinéma canadien anglophone. Donc, le Canada se manifeste parallèlement par des films qui ont du mérite et à rester hors du modèle hollywoodien. Le documentaire, outre les pionniers Colin Lowe et Wolf Koenig, fait preuve de sa vitalité à travers l'œuvre de Donald Bridgman ou de Robin Spry. Le cinéma de la côte de Ouest de se différencier de son homologue oriental dans le documentaire, donc Who Has Seen the Wind, sorti en 1977, réalisé par Alan King, et dans la fiction The Honey Game, sorti en 1967, réalisé par Don Owen. Il excelle dans le film expérimental Canadian Pacific, sorti en 1974, réalisé par David Weimer, genre illustré à l'est par Michael Snow, la région centrale de 1970 à 1971. Ok, bon, visiblement c'est là où ça devient intéressant. Deux cinéastes atteignent une audience internationale. Le premier, Atom Egoyan, d'origine arménienne, qui réalisera The Adjuster, sorti en 1991, Calendar, sorti au cours de l'année 1993, Exotica, en 1994, De Beaux Lendemains, sorti en 1997, et Le Voyage de Félicia en 1999, qui rappelle la diversité du creuset canadien. Ok. Le deuxième, c'est le plus connu et le plus admiré de tous, c'est David Cronenberg. J'en profite également pour faire une dédicace à lui. Réalisateur de La Mouche, sorti en 1986, de Faux Semblants en 1988, Crash en 1996, Spider en 2002 et History of Violence, sorti en 2005, et Spot, avec raffinement des genres américains par excellence, horreur et fantastique. Et s'impose comme l'un des meilleurs cinéastes des années 90 et 2000. Mais le plus célèbre de tous est sans conteste James Cameron. Évidemment, James Cameron, vous le connaissez, appuyé par des grands studios américains, il révolutionne dans les années 80 la science-fiction avec Terminator, sorti en 1984, Alien le Retour en 1986, puis il s'impose effectivement comme l'un des plus grands réalisateurs du monde en redirigeant les plus grands succès, notamment l'histoire du Titanic, sorti en 1997, dont j'essaierai de voir si je pourrais en parler dans une prochaine vidéo, et Avatar en 2009. Bien que de nombreux acteurs canadiens eurent aussi réussi à Hollywood, ils ont souvent commencé leur carrière à Los Angeles en dépit de Toronto, Vancouver ou Montréal. Ils sont dans les centres de cinéma en plein essor de leur propre patrie. Les populaires sont Dan Aykroyd, très populaire pour avoir joué dans Ghostbusters, enfin SOS Fantôme, Jim Carrey, Michael J. Fox, le célèbre Marty McFly dans Retour vers le futur, Mike Myers, Leslie Nielsen, William Shatner et Kiefer Sutherland. Oui, alors on peut voir très clairement que ces gens-là ont vraiment réussi en Amérique, ça se voit à vue d'œil. Ensuite, je peux aussi vous parler de Churchill Island et Si cette planète nous tient à cœur, reçoit l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire. Neighbours est également récompensé en 1953 et c'est la première fois que l'ONF reçoit un Oscar. Les Crowley produisent 2500 films et remportent plus de 200 prix au cours de leur carrière, dont l'Oscar du meilleur long-métrage documentaire pour le skieur de l'Everest, le château de sable, Special Delivery et Ever We Shine reçoivent l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Je trouvais un moyen reçoit l'Oscar du meilleur court-métrage et prise de vue réelle. Ok. La journée de David Burstow reçoit le prix BAFTA du meilleur documentaire en 1952. Ensuite, on a le film de Colin Lowe, The Romance of Transportation in Canada, reçoit le prix du film d'animation au Festival de Cannes en 1953. Brawl remporte le prix du Festival de Cannes du meilleur réalisateur pour Orders.
Eh ben. Intéressant. Bien, c'était donc la partie anglophone du cinéma canadien. Maintenant, on va s'intéresser tout de suite à la partie francophone. Alors, le cinéma canadien francophone désigne l'ensemble de la production de films et français généralement tournés au Canada par les studios canadiens, ce qui est logique. Du 10 au 18 novembre 2022 est organisée l'édition 2022 du Festival international du cinéma francophone en Acadie. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans acadiens, où seuls sont admissibles les œuvres issues de pays ou de régions membres de la francophonie, selon l'Organisation internationale de la francophonie. Très bien. Ensuite, en mars 2023, plusieurs films francophones sont présentés au Kingston Canadian Film Festival, le plus gros festival canadien de films en Ontario. Il s'y présente à guichet fermé les films Viking de Stéphane Lafleur et Rosie, le film trilingue anglais-français écrit de Gail Morris. Les films sont sous-titrés en anglais. Le 14 avril 2023, le Québec et le Canada francophone sont à l'un des prix écrans canadiens au Meridian Hall de Toronto, avec notamment le film Brothers de Clément Virgo qui remporte 12 prix dans la soirée et l'actrice québécoise Sarah Michara qui remporte le prix de la meilleure direction de photographie pour le film Viking de Stéphane Lafleur. Alors, très sincèrement, je ne sais pas d'où il sort celui-là, mais à ce qui paraît, il est plutôt assez bien fait ce film. Je vous conseille d'aller le regarder, si vous êtes un grand fan de cinéma canadien, bien évidemment. Bon, jusque-là, pas de soucis, ça a du sens. Donc, on va commencer par notre partie francophone du cinéma canadien, à savoir le cinéma acadien. Alors, le cinéma acadien, qu'est-ce que c'est? Je vais quand même vous expliquer. Alors, le cinéma acadien est le cinéma qui est réalisé par les Acadiens, principalement en Acadie. Alors, l'Acadie, pour ceux qui se demandent c'est quoi exactement, c'est une province, attendez que ça charge, voilà. Et donc, l'Acadie est considérée comme une nation ou l'ensemble d'une communauté nord-américaine où vivant et parlant en français. Voilà, donc ça va à l'encontre de l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec, le Maine et la Louisiane. Voilà, et j'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans acadiens qui me regardent, même si je l'ai déjà dit. Alors, il faut dire que le cinéma acadien fait partie du cinéma canadien, j'aimerais vous le préciser. Donc, les premières apparitions au grand écran. Le film américain An Acadian Development, tourné en 1907, est le premier des traités des Acadiens. Il reprend toutefois le mythe de l'Acadie, terre promise entre 1908 et 1929. Sont suivies 6 versions d'évangile, le poème d'Henri Longfellow inspiré de la déportation des Acadiens. C'est d'ailleurs cette œuvre qui inspire Évangéline, le premier film canadien tourné en 1913. Les frères Joseph et Sam de Grasse comptent parmi les pionniers du cinéma américain durant les années 1910. Et pourtant, les exemples ne manquent pas. Le court-métrage The Acadian est coproduit par l'ONF en 1947. L'amphithéâtre des scènes pittoresques a été décrite comme un chef-d'œuvre de la correspondance coloniale. Il faut attendre 1948 pour un premier documentaire. Louisiana Story de l'américain Robert Flaherty montre une image des Acadiens dénués de tout mythe ou préjugés coloniaux. Les tapis houquets sont l'un des sujets d'un autre film sur les Acadiens. Coup d'œil produit par l'ONF en 1952. 1950. En 1952, le Québécois Roger Blais réalise pour le même studio Voix Acadie un court film d'archives considéré comme l'un des premiers témoins réels de la culture acadienne. Dans ce cas, la chorale du Collège Saint-Joseph, ok, d'accord, ouais. Les réalisateurs québécois Michel Brault et Pierre Perrault doivent la relever. Voilà, excusez-moi si j'ai un petit. J'essaie de lire le texte, mais c'est souvent écrit en petit, tellement j'arrive pas très bien à lire. Bon, je m'excuse encore. Donc, en 1969, l'Acadie de Brault et Pierre Perrault marque tout de le début de l'expression canadienne. Ce film est un documentaire sur les mouvements d'étudiants de l'université de Moncton entre 1968 et 1969. De plus, c'est à partir de ce moment que la fierté nationale marque plusieurs œuvres et des événements culturels. Ainsi, dans Éloque du Chiac, sorti en 1969, une institutrice discute avec ses élèves afin d'expliquer la nature du Chiac. Ok, mais ça a l'air intéressant. Franchement, moi qui ne suis pas trop fan de
du cinéma canadien et du cinéma acadien, mais très sincèrement, ça me donne vraiment envie de m'y intéresser. Je sais pas pourquoi. Comme je vous comprends. Et pour finir, mesdames et messieurs, on va s'intéresser tout de suite à une autre partie du cinéma francophone canadien, à savoir le cinéma québécois. Voilà, et j'en profite également pour faire une immense dédicace à tous mes fans québécois qui me regardent. Donc, le cinéma québécois a vraiment ce qu'on peut appeler mais une très vieille histoire. Franchement, une très vieille histoire de cinéma, tellement ça vaut vraiment le coup d'en parler. Donc, l'arrivée du cinéma au Québec s'est faite 6 mois après que les spectateurs français eurent découvert les vues animées des frères Lumière. 10 ans plus tard, en 1906, Léon Ernest Ouimet, l'un des pionniers du cinéma francophone en Amérique du Nord, ouvre la première salle de cinéma permanente à Montréal. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans québécois qui habitent à Montréal. L'Église catholique, alors toute puissante, ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de ces lieux de spectacle et tente par tous les moyens de restreindre leur activité. Alors que J.A. Ormier tourne Madeleine de Verchères, le tout premier long métrage de fiction québécois, Monseigneur Albert Tézier et quelques autres ecclésiastiques ayant saisi les vertus idéologiques et éducatives du cinéma se lance alors tour dans la réalisation de documentaires. En 1937, l'abbé Maurice Proulx réalise Au Pays Neuf le premier long métrage sonore québécois. Très bien, ça m'a l'air intéressant tout ça. Donc, à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, le cinématographique québécois se met lentement en place sous l'impulsion d'entrepreneurs et cinéastes privés tels que J.A. Desèves, Paul Langlais ou l'abbé Jean-Marie Poitevin, auteur en 1943 à la croisée des chemins, le premier long-métrage de fiction québécois parlant. Ok, bien qu'elle ait réussi à attirer les foules avec quelques films marquants, Le Père Chopin, Un homme et son péché, Le curé de village, La petite Aurore, L'enfant martyr. Ouais, je les connais pas ceux-là, il faudra que je les étudie de près. La production privée s'essouffle assez rapidement. Tandis qu'elle est à l'arrêt du déménagement des bureaux de l'Office national du film du Canada, ONF, à Montréal, qui vient à la planche de salut. Dans les années qui suivent, les plusieurs grands noms du cinéma québécois, Michel Brault, Gilles Carle, Gilles Groul, Claude Jutras, émergent des studios de l'organisme fédéral. Dans les années 1960, la création de la SDICC et de la SODEC permet aux créateurs d'avoir accès à des sources de financement pérennes. On assiste alors à l'émergence d'un corpus fourni d'œuvres destinées au grand public doté de qualité narrative et esthétique rudimentaires à l'instar de la vague de comédies érotiques initiée en 1969 par Valérie de Denis Héroux. Passé à la crise d'octobre 1970 qui a marqué une grande partie de la communauté cinématographique, arrivée d'une période faste pour les cinéastes et leurs œuvres qui voyagent de plus en plus à l'étranger, mais c'était lent et coupé net par l'échec du référendum de l'indépendance en 1980. Oui, il y a ça aussi, mais ça, on va pas en parler. Le cinéma québécois entre dans une période de morosité qui durera jusqu'au succès commercial et critique sans précédent reçu par le déclin de l'Empire américain de Denis Arcand. Dans les années 1990, le nombre de productions disponibles sur les écrans a presque triplé. Les récits de fiction semblent avoir trouvé leur équilibre entre drame d'auteur, comédie et films de genre. Renouvellement sans cesse son corpus de cinéastes, le cinéma québécois arrive à une forme de maturité. Très bien, les fictions québécoises continuent de voyager, à engranger des prix et dans les plus grands festivals de la planète. Toutefois, les problèmes de visibilité sur le plan du box-office local sont encore importants. La dépendance des maisons de production aux institutions de financement est de plus en plus grande et la place des femmes dans la production reste un combat plus que jamais d'actualité. Bon, eh ben, ma foi, ça aussi, c'est ma foi fort intéressant, franchement. Alors, je ne m'y connais pas grand-chose en cinéma québécois, et qui plus est au cinéma canadien consacré au cinéma québécois, mais ça aussi, ça mérite vraiment de s'y intéresser, hein, mais vraiment. Vous aviez parfaitement raison. Ben voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout donc pour aujourd'hui, pour cette vidéo spéciale consacrée au cinéma canadien, alors qu'il soit anglophone ou francophone. Très sincèrement, le cinéma canadien a vraiment ce qu'on peut appeler un sacré style. Franchement, un sacré style. Franchement, moi qui suis plus branché
cinéma américano-européen et cinéma asiatique, mais le cinéma canadien, franchement, il est assez intéressant à voir. Et très sincèrement, je préfère autant qu'on en parle vraiment une fois, parce que là, très sincèrement, c'est vraiment le cinéma qui mérite vraiment d'en parler. C'est vraiment un cinéma très intéressant, très fascinant et, ma foi, très intéressant. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un cinéma, mais vraiment qui mérite à moi une place dans le 7e art. Il n'y a pas à dire. Ce cinéma est vraiment excellent et j'espère que si un jour j'essaierai de voir si je pourrais parler encore d'autres films canadiens et pourquoi pas américano-canadiens, on ne sait jamais. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochaines vidéos spéciales Cinéma Club. Bye. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier